DevCast avec Samantha Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui viennent de tous les coins de France. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir le lieutenant Benjamin, data scientist et réserviste. Bonjour. Bonjour. Alors, dans quoi vous êtes le plus à l'aise ? En tenue militaire ou en jean basket ? Sans doute en jean basket. Alors, aujourd'hui, on va un peu changer les règles de ce podcast, car j'ai l'habitude de présenter mes invités avec des infos off sur leur passion, surnom, anecdotes. Et c'est vrai qu'avec votre statut de réserviste, mon travail d'enquêtrice a été un peu plus compliqué que d'habitude. Donc, je vous propose de vous présenter hors contexte professionnel, car évidemment, ça, on va y revenir. Est-ce que vous avez une passion cachée, un talent inattendu ? Comment vous pourriez parler de vous un peu en off ? Un peu en off, je ne sais pas ce que je pourrais raconter d'intéressant. J'ai vécu 1 an aux États-Unis. C'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. Ça a entre autres aussi sans doute joué sur mon engagement militaire. Parce que là-bas, l'armée, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus valorisé qu'en France, en tout cas auprès du grand public, même si l'armée reste valorisée en France, mais c'est pas dans la même mesure, je pense, qu'aux États-Unis. Donc ça a contribué. C'est pas le facteur principal, mais je pense que ça a joué. Ça, c'est quelque chose qui a pas mal marqué mon parcours. J'aime beaucoup les États-Unis. Et à côté de ça, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ? Vous allez peut-être vous livrer au fil de l'interview. On grattera un peu plus tard. Alors, c'est vrai que tous les métiers autour de la data sont à la mode, mais pour beaucoup, et j'en fais partie, ça reste assez flou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle quand on parle, par exemple, de data scientist, et donc concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Moi, l'exemple que je prends le plus souvent pour expliquer ça, c'est Amazon. Quand vous allez sur Amazon et vous cliquez sur un produit, il vous dit, la plupart des gens qui ont cliqué sur ce produit-là, ils étaient aussi intéressés par celui-là. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en fait avec des statistiques. Mais on fait ça avec des statistiques sur d'énormes volumétries de données. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout l'historique de tous les clients et puis regarder ce qu'ils ont cherché. Regarder que, tous les clients qui ont cherché le même produit que cette personne-là, elles ont fini par acheter plutôt ce produit-là. Donc il y a vraiment des calculs à faire sur toute la volumétrie de la donnée. Donc voilà, ça, c'est des data scientists comme moi qui font ça. Moi, j'ai pas travaillé pour Amazon en particulier, j'ai travaillé pour Auchan, j'ai fait d'autres choses. Ça, c'est le cas qui est le plus facile à expliquer. Il y a plein d'autres champs d'application de la data science. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones pour détecter des cancers du poumon ou des hémorragies sur des scanners cérébraux. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a vraiment plein de cas d'application, mais le plus simple à comprendre, c'est sans doute celui d'Amazon. Il faut aimer les maths quand même. Il faut les comprendre. Les aimer, je ne sais pas si c'est indispensable, mais il faut les comprendre. Ouais. Et si j'ai bien compris, je crois que c'est une reconversion, parce que j'ai quand même un peu fait de recherche, et vous vouliez être prof de fac, je crois. Oui, tout à fait. En fait, quand j'étais aux États-Unis, j'étais prof de fac. J'ai donné des cours de français dans une université là-bas. Et c'est là-bas en fait, que j'ai découvert tout ce champ d'application. Parce que moi, j'étais dans une fac de sciences humaines et sociales. Moi, je donnais des cours de langue, j'enseignais le français en fait à des étudiants. Mais j'avais des collègues aussi qui étaient venus me voir pour discuter qu'on pouvait essayer d'automatiser la notation, etc. Et je disais, automatiser la notation sur un QCM, oui, je visualise, parce que là, on peut faire automatiquement à la machine, ça c'est la bonne case, ça c'est la mauvaise. On est en 2014-2015. Il n'y a pas encore l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il y avait les prémices. Et là-dessus, eux, ils me disaient, non, même tes dissertations, on arrive à les noter. Moi, je savais assez bien comment fonctionnait un ordinateur, parce que j'avais fait pas mal de choses quand j'avais 15 ans, des sites internet pour des équipes de jeux vidéo, des choses comme ça, que je vendais 50 €. Donc voilà, j'avais une bonne culture informatique, je n'étais pas spécialiste là-dedans, mais j'avais une bonne culture. Et autant corriger le QCM, je visualise, autant corriger la disserte, pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc je leur ai dit, expliquez-moi comment ça marche ce truc, je suis curieux. Donc là, ils m'ont renvoyé tout un tas de ressources en statistiques, en mathématiques, etc. pour comprendre. Alors depuis, on a découvert que ces modèles étaient bons. Ils avaient 90% de taux de fiabilité. C'est-à-dire que quand le professeur aux États-Unis avait mis la note B, parce que c'est A, B, C, D, E, F, le modèle mettait B, il mettait la bonne note qui correspondait bien 90% du temps. Mais ça marchait que parce que en fait, le modèle avait appris à associer des mots compliqués avec une bonne note. Et donc il y a d'autres chercheurs qui ont ensuite mis du verbiage de mots compliqués, comme on fait parfois d'ailleurs un peu dans l'armée. Ils ont mis du verbiage un peu compliqué et ils obtenaient la note de B ou de A. Et donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait ça. Et donc je suis rentré en France. Au début, je m'étais dit, oui, je vais être prof de fac, sauf que j'ai vite réalisé que c'était pas le bon plan parce qu'il y a 40 doctorants pour un poste de maître de conférence. Donc, c'était pas une bonne stratégie d'un point de vue individuel. Et de l'autre côté, j'avais découvert ce champ d'application-là qui avait l'air passionnant. On était encore aux prémices. Je me dis, ça m'intéresse. J'ai les compétences techniques pour le faire parce que le code, ça me fait pas peur. Les maths, je les ai. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et c'est un changement de vie plutôt réussi parce que vous cartonnez sur LinkedIn, notamment en nombre d'abonnés.
Ouais, alors je sais pas si le nombre d'abonnés est révélateur du niveau d'expertise d'une personne. Moi, sur LinkedIn, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pour avoir plein d'abonnés qui ne seront pas une preuve d'être bon dans un domaine. En l'occurrence, là, plutôt où je suis plus fier, c'est qu'il y a plus de 800 personnes maintenant professionnelles de la data, la plupart d'entre eux déjà en CDI ou en freelance, donc en poste, donc diplômés, pas des débutants, qui m'ont fait confiance pour continuer à monter en compétences dans leur domaine et à continuer de s'améliorer en langage de programmation comme Python, SQL, etc. Donc oui, j'ai réussi à bien m'en sortir dans ce domaine et en plus à aider plein d'autres personnes à progresser, donc c'est assez satisfaisant. Alors, je vais forcément maintenant aborder votre deuxième vie, votre vie en treillis. Vous vous engagez dans la réserve opérationnelle en 2020. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Pas mal de choses, je dirais. Alors ça va faire un peu cliché peut-être, je sais pas, on verra bien, mais en fait moi je viens pas d'un monde où l'armée c'est quelque chose de connu et d'identifié. J'ai grandi dans une famille déjà monoparentale, donc déjà quand on n'a pas de père, il y a quand même beaucoup moins de chances d'avoir un militaire dans sa famille. Et Ça, c'est un peu cliché. les militaires sont quand même plus souvent des hommes, statistiquement. Donc j'avais pas a priori d'antécédents familiaux ou de contexte. Et donc vraiment, la seule chose qui m'a fait découvrir l'armée, c'est vraiment via De Gaulle. J'ai été tombé sur un bouquin sur les citations de De Gaulle dans la maison des parents d'un ami, leur maison de vacances où il m'avait invité. J'avais lu, je l'avais trouvé très drôle, parce que moi je connaissais pas en fait l'histoire du général de Gaulle. Je la connaissais, oui, l'appel du 18 juin, on a vu quelques trucs dans les livres d'histoire géo, mais c'est tout. Je lisais ces citations, je fais, mais en fait il est très drôle. Et je fais, donc ça m'a incité à en découvrir un peu plus. Et quelques années plus tard, dans l'appartement d'un ami qui m'hébergeait à Paris, à Saint-François-Xavier, il y avait un livre sur son histoire, la biographie de Max Gallo. Un peu hagiographique, mais bien écrite et qui donne envie de lire la suite, etc. Et on voit tout son parcours. Et voilà, ça m'avait inspiré. Je m'étais dit, l'armée, intéressant. Et il y avait aussi ce côté, aux États-Unis, j'avais aussi découvert l'armée. Alors, j'avais jamais, moi, mis les pieds à l'armée américaine, mais j'avais vu le respect que les Américains avaient pour leurs soldats. J'étais dans la ville de Minot, dans le Dakota du Nord. Donc, c'est vraiment un coin paumé. Mais ce coin paumé, il avait l'avantage d'avoir une base militaire aérienne. Et là-bas, donc j'avais certains des engagés de cette base aérienne qui étaient dans mon cours, et puis d'autres personnes sur le campus qui étaient aussi engagées dans l'armée. Là-bas, il y a quelque chose de particulier, c'est que les études coûtent très cher, et s'engager dans l'armée, ça permet de réduire la facture. Donc voilà, beaucoup de militaires que j'ai rencontrés, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. J'avais tendance à me rendre compte que c'était des gens généralement très fiables. Ils disent qu'ils vont faire un truc, ils le font. Ils sont à l'heure. S'il faut aider pour un déménagement ou un truc sur le campus, plus engagés que la moyenne aussi dans des associations universitaires sur le campus, donc j'avais eu davantage l'occasion de leur parler. Donc voilà, tout ça mis bout à bout. L'aspect, tiens, ça m'intrigue, militaire aux États-Unis, etc. Et en France, le fait de découvrir le parcours de De Gaulle, son histoire, à travers plusieurs lectures que j'ai pu faire chez mes amis, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'aller voir. Qu'est-ce que ça fait de porter l'uniforme pour la première fois ? L'uniforme, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la première fois qu'on m'a mis un FAMAS dans les mains. Là, on n'est pas bien. On se dit, à tout moment, je peux faire une connerie, alors, évidemment, on ne vous met pas le FAMAS chargé dans les mains dès le début, mais on vous le met dans les mains, on fait les manips en vous disant, demain, on tire, quoi. Avec le temps, on s'habitue. Et plus on fait d'exercice, plus on fait de tir, plus ça devient, j'allais dire, habituel, même s'il ne faut pas. Moi, je me rappelle que j'étais un peu fébrile avec le FAMAS dans les mains, ouais, clairement. Et est-ce qu'il y a eu un gap entre ce que vous imaginiez et la réalité du terrain ? Ouais, il y a eu un gap dans le sens où... Alors, c'est quelque chose que je savais déjà, parce que j'avais écouté aussi je ne sais pas si on peut l'appeler podcasteur, mais c'est un Américain, un ancien soldat des Navy Seals, qui s'appelle Jocko Willink, et qui expliquait dans un podcast que il y a cette misconception dans le civil, il y a cette fausse conception que dans l'armée, il suffit de donner un ordre et il va t'exécuter. Et lui, il explique très bien, il dit, nous, on avait des cas de figure au Vietnam où, va laver les toilettes, il va laver les toilettes parce que t'es ton supérieur et puis t'as un rang supplémentaire, t'as un rang au-dessus de lui, donc il va faire ce que tu dis. Il dit, par contre, quand on les envoyait à certains endroits faire une ronde pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'ennemis, si les mecs ne croient pas en leur mission, ils vont sortir, se planquer à 300 mètres, revenir et dire on n'a vu personne. Il y a eu plein de cas comme ça, très documentés pendant la guerre du Vietnam. Il donnait cet exemple-là. Et alors, sans rentrer, parce que moi, j'ai pas fait d'OPEX, donc je vais pas donner des exemples comme ça, mais c'est vrai que même en état-major, j'ai pu constater des fois, le chef prend beaucoup plus, en fait, appui sur ce que lui donne comme feedback ses subordonnés avant de prendre une décision finale. Par contre, une fois qu'elle est prise, évidemment, elle est appliquée. Il y a beaucoup plus d'échanges du bas vers le haut et du haut vers le bas que ce à quoi on pourrait s'attendre dans le civil. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y avait un commandant à la MSCC, donc à Saint-Cyr, qui nous a fait un atelier pour justement la théorie du commandement. Il donnait aussi des exemples dans ce sens-là. Donc c'est peut-être ça qui est le plus frappant au début quand on commence. Et qu'est-ce qui vous semble ou vous a semblé le plus difficile dans la vie militaire ? Le plus difficile, c'est de s'habituer aux sigles. Peut-être. Et pourtant, vous avez déjà l'air de bien les maîtriser. Quelques-uns, mais pas... Non, il y a vraiment beaucoup de sigles au début. Je pense pas que c'est le plus difficile, mais c'est vrai qu'on peut très vite arriver au début dans une réunion et ne rien comprendre à ce qui se passe. Donc il faut faire un gros effort de documentation
préalablement, et puis noter tout aussi qu'on ne connaît pas dans un coin, et puis aller voir discrètement quelqu'un et dire, au fait, c'est quoi? Et les meilleurs s'y trompent. Hein. Moi, j'ai des capitaines dans mon affectation qui travaillent toute l'année sur le DOP, et au bout de 5 ans, le chef du bureau s'apercevait que le capitaine ne savait pas ce que c'était le DOP. Alors, il le savait, mais il ne savait juste pas que ça s'appelait DOP. Dispositif opérationnel. Merci. Mais je vous rassure, je crois qu'on le fait tous. On va tous regarder il y a aussi. Plein de sigles. Donc ça, c'est difficile un petit peu. Et après, ce qui est difficile particulièrement dans mon état-major, c'est que c'est un état-major interarmé. Et alors, les grades notamment de la marine, il faut s'accrocher un petit peu au début pour bien tous les retenir et pas faire d'erreur. Effectivement, ils ne font jamais comme les autres, les marins, mais on les aime beaucoup. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes affecté à l'état-major interarmé de zone de défense et de sécurité Nord. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos missions là-bas? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, mes missions, elles sont assez simples. Hein. C'est ce qu'on appelle du traitement J3, donc c'est de la conduite. Alors, en théorie, le travail de notre état-major, c'est d'intervenir et d'appuyer le civil en cas de catastrophe. S'il y a une catastrophe, par exemple, de type inondation, ou de type tornade, ou choses comme ça, on a vocation à appuyer sur réquisition du préfet ou sur demande de concours. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce que font l'un et l'autre, mais on a vocation à appuyer si les moyens civils sont soit insuffisants, soit inadaptés, soit inexistants, soit on a une règle des 4 I pour ça, pour décider dans quelles circonstances on agit. Il se trouve que depuis les débuts de l'opération Sentinelle, c'est plutôt l'opération Sentinelle qui a pris le pas, et on fait beaucoup plus de sentinelles que d'interventions lors de catastrophes, déjà parce que des catastrophes, en tout cas dans le Nord, il n'y en a pas tant que ça. Dans le Sud, il y en a eu un peu plus avec l'opération Héphaïstos, mais nous, dans le Nord, on n'a pas eu besoin d'intervenir depuis un petit moment. Donc ça va plutôt être de la production d'ordre et utiliser notre connaissance du terrain et du territoire pour dialoguer un peu avec les autorités civiles. Ce qui va se passer, c'est que les autorités civiles vont dire, là, il y a une fête. Par exemple, il y a les cerfs-volants à Berck-sur-Mer. On attend beaucoup de monde. On aimerait avoir un dispositif. Et donc là, il y a une négociation qui commence entre les autorités civiles et les autorités militaires. On dialogue, on établit un programme, et puis ensuite, il faut retranscrire ce programme en ordre pour les unités, de manière à ce qu'elles sachent qui va où, quand, avec combien d'effectifs, où est-ce que vous allez loger, toute la logistique. Donc voilà, il faut produire des ordres, et nous, on fait essentiellement ça. L'état-major, dans son ensemble, fait beaucoup plus de choses que ça, mais moi, mon travail, à ma modeste mesure, c'est de faire ça. Et cela représente combien de jours par an, votre engagement dans la réserve? Moi, j'essaie toujours d'en faire au minimum 20, pour une raison très simple, c'est que c'est le minimum pour être noté. On peut en faire moins, mais du coup, on n'est pas noté. On peut en faire aussi plus. Derrière, ça dépend des budgets. Moi, j'ai beaucoup de mal à concilier mon activité dans le civil avec mon activité militaire. J'essaie d'arriver aux 20 jours par an. La raison pour laquelle on n'est pas noté en dessous de 20 jours, c'est aussi que si on est là moins de 20 jours, c'est difficile de suivre les dossiers, de savoir ce qui se passe, etc. Donc, il faut quand même essayer de maintenir une présence peut-être pas massive, mais en tout cas au moins continue. Justement, est-ce que vous parlez de votre engagement militaire autour de vous? Comment c'est perçu? De manière générale, c'est perçu avec beaucoup de curiosité. J'ai jamais eu de remarques négatives. Jamais eu non plus de « Waouh, incroyable, génial ». Enfin, un petit peu, mais c'est plus souvent de la curiosité. Ça intrigue. Et il y a quelques personnes qui disent « Tiens, peut-être que moi aussi, j'aimerais bien faire ça ». Mais personne ne dit « Ah, bravo ». Ce genre de curiosité-là. Il y a 2-3 personnes que j'ai mis sur les rails pour rejoindre aussi les rangs de la réserve. On parle souvent de famille au sein du ministère des Armées. Est-ce que vous avez, vous aussi, créé une famille avec d'autres réservistes ou militaires d'active? Alors, famille, c'est un grand mot. Et alors, il se trouve que sur une période très réduite du stage très court qu'on a fait à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quinan, le stage qu'on fait qui s'appelle la FIOR, formation initiale de l'officier de réserve, sur un temps très court, on rencontre des gens avec qui on garde contact pendant très longtemps. L'un d'entre eux, d'ailleurs, m'a invité à son mariage, enfin, a invité plusieurs d'entre nous à son mariage. D'autres, quand ils passent à Lille, passent un coup de fil pour qu'on aille boire un verre, prendre un café, etc. Alors qu'on s'est vu que 12 jours, finalement, c'est pas énorme. Mais ça, on a tous gardé contact, parce que c'était à nous tous les premiers pas qu'on faisait dans l'armée, enfin, pour la plupart. Et donc ça, c'est vrai qu'on garde. Et après, donc ça, c'est ceux qu'on a connus au moment de ce stage. Après, sinon, au niveau de l'affectation, le personnel ne change pas beaucoup, donc on se côtoie, et puis voilà. Est-ce que vous avez des perspectives d'évolution au sein de la réserve? Et est-ce que vous avez aussi envie de progresser dans la hiérarchie? Il y en a qui passent tous les diplômes d'un coup. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le CITEM, le stage d'initiation aux techniques d'état-major. Ensuite, il y a le SEM. Ensuite, il y a le DORSEM. Tout ça, c'est tout un tas de stages et de diplômes que vous obtenez au fur et à mesure de votre cursus. Et on y revient à ces fameux acronymes. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment bien tous les enchaîner parce que ils se disent au moins c'est fait et j'aurais pu le faire plus tard. Moi, j'ai préféré faire autrement. J'ai laissé passer quelques années entre mon CITEM et mon SEM
parce que je me disais, pour le passé, autant que je prenne un peu de bouteille, justement, pour mieux comprendre les différentes brigades, les différentes unités, les différents acronymes, avoir plus de bouteilles, plus de culture un peu générale de l'armée, avant d'aller passer un certificat qui requiert d'avoir toutes ces compétences-là. Alors, j'ai préféré faire comme ça. Alors, depuis votre engagement, est-ce que votre regard sur le monde de la défense a changé ? Je ne sais pas s'il a changé. En fait, on ne se rend pas compte de la part énorme de l'armée que l'armée peut avoir en France tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans. Mais par contre, une fois qu'on a mis le pied dedans, on se rend compte en fait que c'est une boutique énorme qui emploie énormément de gens, les militaires certes, mais aussi les réservistes, et après tous les civils de la défense qu'il y a autour. Et ensuite, ça affecte les familles de ces gens-là qu'il y a autour. Donc en fait, il y a énormément de gens sur le territoire qui ont un lien plus ou moins proche et plus ou moins direct avec l'armée, chose que moi j'ignorais totalement. Moi, tout ce que j'avais vu de l'armée jusque-là, c'était la JAPD, et ça avait été fait par des gendarmes. Oui, la fameuse journée d'appel. Préparation de la défense, ouais, c'est ça, où on passe une journée quand on a 15 ans, et c'est tout ce que j'avais eu comme contact avec le personnel des armées dans ma vie. Donc je me rendais juste pas compte de l'ampleur, en fait, que ça avait sur la France. Et c'est vrai que... En fait, vous avez découvert un monde. J'ai découvert un monde. Bon, la France et son armée ont une histoire parallèle, qui dépasse l'histoire de la République, chose que je ne savais pas non plus avant, mais on a des régiments qui datent d'avant la République. Donc il y a la France et son armée, il y a la religion qui vient se superposer par-dessus, et il y avait des camarades qui allaient à la messe de Saint-Cyr. Je me dis, ça fait partie de cette sphère de culturelle, si on peut l'appeler comme ça. Et donc moi, c'est un gars qui s'appelle Nordine, qui m'a encouragé à venir avec lui à la messe de Saint-Cyr. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est un endroit, l'armée, où il y a des gens de toute origine sociale, culturelle, démographique, ce que vous voulez, qui se retrouvent et qui ont un même code et les mêmes valeurs. Et c'est aussi un des derniers endroits. Moi, j'ai rencontré un colonel plein, il est issu du rang. Donc, avec ou sans diplôme, on peut avoir des vraies carrières, des vraies progressions. Le fameux escalier social. Oui, exactement. Et c'est peut-être l'un des derniers endroits où ça existe, parce que sans diplôme dans le civil, vous pouvez trouver un job, mais est-ce que vous pouvez trouver une carrière avec des échelons précis de « tiens, si tu passes tel diplôme ou telle compétence ou telle qualification, tu pourras un parcours bien fléché qui aide les gens et où on aide les gens et où il y a beaucoup de fraternité. » Je pense même pas que ce soit un mot excessif. Il y a beaucoup de fraternité dans l'aide à la préparation concours. Quand il y a un gars de l'unité qui prépare un concours, on lui fait un coup de main. Et donc ça existe beaucoup dans l'armée. Et c'est vrai que dans le civil, les entreprises, on peut démarrer en bas de l'échelle et arriver tout en haut. Il y a des contre-exemples. Le CEO de Nvidia, à l'heure actuelle, il fait toute sa carrière dans la boîte, mais c'est plus l'exception que la règle. Et est-ce que le contexte international très tendu en ce moment a renforcé votre engagement ? Moi, c'est une des choses que j'avais dit au chef d'état-major de l'EMI-SZDS quand il m'avait reçu pour savoir pourquoi je voulais m'engager. Je lui avais dit, on est en 2020, donc on est avant l'Ukraine. On est après la Crimée, par contre, mais on est avant l'Ukraine. Et moi, je voyais déjà, parce que ça, pour le coup, dans l'informatique, c'est des choses que je suis, je voyais déjà les tentatives étrangères, on va le dire, de s'infiltrer sur notre sol via les réseaux sociaux notamment. Je sais aussi que c'est la faiblesse qui invite l'agression. Et donc, moi, je le dis, j'appartiens un peu à une génération, enfin, moi, avant de découvrir l'armée, de lire De Gaulle, etc., c'est des sujets dont je ne me souciais pas. Et j'ai un peu le sentiment d'appartenir à une génération où, on a toujours connu la paix, donc a priori, la guerre, c'est fini, il n'y a plus de raison que ça se reproduise. Je l'ai dit, moi je pense tout le contraire, et je pense que plus on sera nombreux à venir grossir les rangs, plus ça intimidera potentiellement des personnes qui voudraient essayer de nous nuire. Et là on voit que ce soit en matière de réseaux sociaux ou en matière de cybersécurité, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai un camarade d'ailleurs de la MSCC de Saint-Cyr qui est lui plutôt juriste et qui développe un peu des théories sur ce que c'est que la guerre. Et lui il dit en fait il n'y a plus d'état de guerre, il n'y a plus de notion juridique de est-ce qu'on est vraiment en guerre. Et il avait publié un article dans Le Monde qui avait été repris. Dans cet article, il disait, en fait, lui, de son point de vue de juriste, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'état de guerre officiel, mais qu'on est toujours en fait sur une espèce de guerre latente. Et donc, renforcer mon engagement, c'est pas que ça le renforce, c'est que l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, c'est que je voyais tout ça, et que ça m'inquiétait un petit peu. Aujourd'hui, en tant que réserviste, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ? Ce qu'on peut me souhaiter, de réussir à trouver le temps de faire les jours, ça... Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de militaires d'actifs qui écouteront le podcast. Il y en a. Je peux vous dire qu'il y en a. Non, je pense qu'il y en a, mais quand ils verront que c'est un réserviste, peut-être moins. Donc, j'espère que non, mais on verra. Sachez une chose, c'est que nous, on a vraiment des groupes WhatsApp où on essaie de se filer des tips sur comment faire pour ne pas passer pour un réserviste. Et c'est vrai que des fois, on arrive, il y a des réservistes, ils arrivent, leur béret, il n'est pas formé. C'est vrai, il y en a, ils arrivent, ils ont leur treillis, il est un peu froissé, et donc on les repère. Moi, j'essaie de tout faire et je vous assure qu'on a des trucs. Du coup, je suis très curieuse. C'est quoi les tips pour ne pas passer pour un réserviste, donc pour un bleu, si je comprends aussi un peu. Oui, justement, alors il faut vraiment se faire un lexique des sigles pour percuter rapidement. Et il y a toute la terminologie aussi. Percevoir, percuter. Subir aussi. Voilà. Moi, je l'ai appris au ministère, ne pas subir. Il y a du jargon à connaître, donc il faut passer un maximum de temps avec les gens un peu à la cafette et quand on comprend pas un truc, aller voir discrètement un gars et dire ça veut dire quoi ça ? Connaître les sigles.
Le treillis et la tenue, a fortiori, il faut qu'il soit présentable, quoi. Le béret doit être formé, donc arriver avec le béret qui sort du truc et en mode tout plat, là, c'est pas bon. Un des conseils aussi qu'on nous a donné à l'école militaire, c'est de pas mettre le fameux R entouré, là, parce que tout le monde signe avec ce R entouré. Et on nous a dit, bah non, vous êtes des soldats, donc... c'est un colonel qui nous a dit ça, donc du coup, moi, j'ai repris à mon compte, même si dans mon état-major, beaucoup continuent de le faire. Je me suis dit qu'il avait raison, et donc j'ai décidé de ne plus le mettre. À tort ou à raison, mais comme ça venait d'un colonel, j'ai estimé que c'était justifié, donc j'ai pas pris l'initiative, moi, tout seul, simple lieutenant, d'arrêter de mettre mon R. Mais il n'y a pas de raison, a priori, de discrimination entre les deux, donc il n'y a pas de raison de s'afficher comme tel. Il y a plein de choses comme ça. Et ce que je voulais dire, en tout cas, pour les personnels d'actifs qui nous écoutent, c'est difficile pour les réservistes de trouver le nombre de jours. Alors, il y en a qui sont anciens d'actifs et en fait, ils font ça en complément de retraite, etc. Donc, eux, ils peuvent faire 120 jours et on en connaît, c'est des piliers de l'état-major. Heureusement qu'ils sont là, sinon la boutique ne tourne pas et c'est génial. Mais les gens qui viennent du civil, c'est vraiment dur. Moi, si je vous donne un titre d'exemple, un développeur Python, enfin un développeur qui est data scientist dans le privé, quand il est à son compte en freelance, en moyenne, il facture 500 euros par jour. Vous comprenez bien que c'est pas ma solde de lieutenant. En gros, moi, quand je viens, je suis à perdre de plusieurs centaines d'euros. Donc, si je fais 20 jours, donc vous multipliez les plusieurs centaines d'euros fois 20 jours. Donc, si je devais en faire 40, bah, c'est encore fois 2 la perte. Je dis pas que toutes les personnes qui s'engagent, elles sont à perte de 300 euros, mais elles renoncent toutes à quelque chose, que ce soit du salaire ou que ce soit de la vie de famille. Oui, en résumé, vous le faites pas pour vous enrichir. Clairement pas, ouais. Alors peut-être certains, j'en sais rien, mais en tout cas, donc ce que je veux dire, c'est que bah oui, ils sont pas parfaits. Oui, des fois, il faut leur réexpliquer, des fois c'est plus long, mais ils essaient vraiment d'apporter leur pierre. Et je pense que plus on aura de réservistes, et c'est d'ailleurs une des volontés du ministère des Armées, c'est d'augmenter le volume de réservistes. Déjà, potentiellement, bah, ça intimide un peu l'adversaire. Il faut les encourager, il faut essayer de les aider. Si tout n'est pas parfait, il faut essayer de voir comment on peut les aider au maximum pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et servir au mieux l'institution et le pays. Vous demandez un peu de clémence, en fait. Clémence, je sais pas. Non, pas forcément de la clémence. Parce que clémence, ça voudrait dire elle fait de la merde et on lui dit pas. Donc il faut le dire, mais il faut pas juste le dire. Il faut essayer de faire comment est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois il soit d'équerre. Donc c'est plus prendre sur soi un bon coup pour aider le gars à se former. Et puis une fois comme ça, après il est bon, il peut potentiellement tenir mon poste le jour où je suis plus là. Plutôt que de se dire bon, de toute façon lui, à chaque fois c'est trop long de le former, donc je fais tout moi-même. Mais si vous faites tout vous-même, bah, le jour où vous n'êtes plus là, le gars sait pas faire. Donc c'est pas vraiment de la clémence, c'est plus une notion d'investissement. C'est un investissement de prendre son temps pour expliquer au gars d'à côté. Mais si vous le faites, ça peut vous libérer du temps. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez une petite playlist à nous conseiller ? C'est un peu la question de fin de podcast. Une playlist réserve, peut-être. Une playlist donc musicale ? Oui, tout à fait. Bonne question. J'ai pas forcément, moi je vais pas à l'état-major avec une playlist. Il y a une musique que j'aime bien, qui est la musique de Lord of War, le film avec Nicolas Cage. C'est un vieux film qui date un peu, mais c'est l'histoire d'un trafiquant d'armes qui fournit des armes un peu à toute la planète. Et le titre de la musique, c'est For What It's Worth, de mémoire. Elle est pas mal, elle est sympa. Eh ben on prend, on la note aussi, on la mettra dans notre playlist globale du DevCast. Vous pourrez la mettre en intro, en petite musique d'intro, elle est pas mal. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Ouais, excellent, ouais. C'était très, très sympa. Merci, de discuter lieutenant. de tout ça. Ouais. Merci pour l'opportunité, du coup. Et puis, on espère aussi peut-être que ça va donner envie à d'autres personnes de s'engager dans la réserve opérationnelle. Ouais, moi, ce que je peux dire, c'est que, en termes de... Donc, vous disiez faire ça pour l'argent. Je pense que la plupart des réservistes font pas ça pour l'argent. En revanche, on apprend beaucoup de choses déjà sur le pays. On apprend beaucoup de choses sur l'armée, évidemment. Et on rencontre des gens absolument exceptionnels. Moi, je regrette absolument pas de m'être engagé. Ne serait-ce que pour ça. Pour les rencontres qu'on y fait. Je pense que ça enrichit la personne de découvrir un peu plus une partie du pays, une partie de l'histoire, et les gens qui composent le pays. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui viennent de tous les coins de France. Et ça, c'est vrai qu'il ne fait pas trop. Alors que là, vous avez des gens, ils viennent des régiments, de différentes unités, et puis à force, on connaît des noms. On dit, première, oui, je connais un tel. Et puis ça crée des liens, et on a vraiment l'impression d'appartenir à ce gros collectif. Donc ça, c'est vraiment enrichissant. Et puis ensuite, il y a plein de carrières dans l'armée de terre. Peut-être que mon affectation de pilotage de sentinelle, peut-être que les gens se disent, oui, moi, je sais pas si j'ai envie de faire des notes pour dire aux gens à Sentinelle où est-ce qu'ils doivent aller, etc. Mais c'est une affectation possible. Il y a plein d'affectations. Il y a énormément de besoins en cybersécurité en ce moment qui sont en train de sortir. Ça peut être hyper intéressant. Il y a beaucoup de besoins sur l'intelligence artificielle. Là, avec l'école militaire, on a organisé un stage. Enfin, je dis on. C'est l'école militaire qui a organisé ce stage auquel je participe à ma modeste mesure en donnant un cours à l'intérieur. Mais c'est un stage sur l'intelligence artificielle et son application dans les armées. Puis là, donc moi, j'ai parlé de mon cas avec l'armée de terre, mais vous pouvez aussi rentrer dans la marine, dans l'armée de l'air. Il y a tout un tas de carrières possibles, il y a tout un tas d'options, il y a tout un tas de compétences qu'on peut découvrir. Et donc, si mon affectation n'a pas forcément fait rêver les gens qui nous écoutent, peut-être que parler de cybersécurité, il y a plein de choses. Ouais. J'ai fait une voie état-major, et vous pouvez faire une voie commandement. Et donc là, ça demande plus de jours.
Donc, il faut avoir conscience de l'investissement. Vous allez vraiment faire beaucoup plus de terrain. Là, moi, j'ai un poste, c'est plutôt du bureau. Vous pouvez aussi faire beaucoup de terrain en fonction des différents choix, des différentes options que vous prenez. Il y a tout un éventail qui s'ouvre à vous. Donc, il y a vraiment des carrières qui sont très intéressantes. Enfin, des carrières, même si j'appelle ça carrière, mais on peut parler d'une carrière de réserviste. Moi, je ne regrette absolument pas. Et s'il y en a que ça intrigue, je vous invite à vous rendre sur le site réserviste.défense.gouv.fr. Merci, lieutenant. Je vous remercie. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau Devcast. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux. Et je sais que Benjamin regardera vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation.